Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur TypeScript. Aujourd'hui, on va parler des génériques. Il s'agit d'un concept clé en TypeScript, sans doute le concept le plus important, qui va nous permettre d'être très flexible au niveau des types, tout en gardant un typage strict et donc un code robuste. L'idée des génériques, eh bien, ça va être un peu la même que celle des paramètres pour les fonctions, sauf que ici, on va avoir des paramètres pour les types. Alors c'est pas forcément évident à comprendre comme ça avec des mots, et donc on va repartir sur un exemple, on va reprendre l'exemple que l'on avait vu dans une des vidéos précédentes sur les tuples. On avait vu comment créer des fonctions de state, notamment une fonction de state pour les chaînes de caractères. Donc on va créer ici cette fonction de state qui va nous permettre de créer un gestionnaire d'état un peu à la manière dont on le ferait avec une librairie comme React. Ici on va avoir une fonction de state pour les chaînes de caractères. On va avoir notre fonction avec un paramètre initial, qui va être, dans ce cas, donc une chaîne de caractères, et notre fonction va retourner un tuple. Un tuple avec deux fonctions. La première fonction va être un getter, qui va retourner donc la valeur du state, et une deuxième fonction qui va être un setter et qui va modifier la valeur du state. Donc ici en paramètre, on va prendre la nouvelle valeur, et notre fonction, notre setter, va retourner void. À l'intérieur de notre fonction de state, eh bien, on va avoir une closure. On va avoir une variable à la portée locale qui va pouvoir être utilisée à l'intérieur de nos deux fonctions, donc le getter et le setter. Cette variable à la portée locale va au début prendre une valeur qui va correspondre à la valeur initiale qui est passée en paramètre. Et on va retourner effectivement notre tuple avec les deux fonctions, le getter qui retourne simplement la valeur du state et le setter qui va modifier la valeur du state. Donc on va prendre la valeur actuelle du state et on va la réassigner en passant la valeur qui a été renseignée en paramètre de la fonction. Donc on a notre fonction de state qui est prête, on va pouvoir créer un state, username, comme ceci. On utilise la fonction de state et ici on passe une valeur initiale. Alors on va pouvoir tester tout ça en appelant d'abord ici le getter. Ensuite on va appeler le setter, on va modifier la valeur du state, et on va à nouveau appeler le getter. On lance le script, et vous voyez que tout fonctionne. Donc on peut créer des states pour des chaînes de caractères. Alors on pourrait créer un deuxième state ici, pour par exemple le titre d'un article de blog, comme ceci. Le problème, c'est que dans ce cas, on est limité aux chaînes de caractères. Ici, on a une fonction de state qui s'applique uniquement aux chaînes de caractères, donc la valeur initiale est une chaîne de caractères, le getter retourne une chaîne de caractères, et le setter prend en paramètre une chaîne de caractères. Alors comment faire pour créer un state qui va par exemple nous permettre ici d'avoir un state avec une valeur qui est un nombre? Eh bien dans ce cas, on est obligé, sans utiliser les génériques, de recréer une fonction de state que l'on va appeler numberState, et donc on va modifier tous les types string par des types number, et ici on va utiliser notre nouvelle fonction de state. Pareil, si on souhaite créer un state pour les booléens, eh bien on est obligé de recréer une fonction de state, et ici à nouveau on va modifier
tous les types, et on va renseigner donc le type booléen. Et donc dans ce cas, on peut créer un nouveau state en utilisant notre nouvelle fonction de state. Et ici, au niveau de la valeur initiale, on renseigne bien un booléen. Alors on le voit, c'est pas forcément très optimal, puisque à chaque fois, on a exactement le même code à l'intérieur de la fonction, donc fondamentalement, c'est la même fonction, la seule chose qui change à chaque fois, c'est le type. Et c'est là qu'intervient la notion de générique. Alors on va pouvoir créer ici une fonction générique. On va créer une nouvelle fonction de state que l'on va appeler simplement state, et ici on va avoir un paramètre de type. Donc ça va être le type générique de notre fonction, et on utilise cette syntaxe, avec les symboles plus petits et plus grands que, et entre les deux, on donne le nom de notre paramètre de type. Alors ici, on pourrait donner n'importe quel nom, mais en général, la convention veut que on nomme ce paramètre de type T en majuscule. Donc on a défini notre type générique, et maintenant on peut l'utiliser. On va recréer notre fonction, et ici, au niveau du paramètre initial, eh bien, il va avoir un type T. On va avoir de la même manière notre tuple. Le getter va retourner une valeur de type T, et le setter va prendre un paramètre de type T et va retourner void. Et ici, à l'intérieur de la fonction, on va avoir exactement la même implémentation que précédemment, sauf que ici, évidemment, au niveau du setter, eh bien, le paramètre, on l'a dit, est de type T. On va pouvoir se débarrasser de nos autres fonctions de state et utiliser à chaque fois la fonction générique. Et vous voyez que tout fonctionne. Alors si on passe notre curseur ici au-dessus du premier exemple, eh bien on voit que TypeScript a remplacé le paramètre de type générique T par un type string. À chaque fois qu'il y a un T dans cette fonction, un type T, eh bien dans ce premier cas, il est remplacé par string. Dans ce cas, le paramètre générique T est remplacé par un type nombre, et dans ce cas, le générique T est remplacé par un type booléen. TypeScript est capable d'inférer directement le type, et il peut le faire tout simplement par rapport au type de la valeur qui est renseignée ici au niveau de la valeur initiale. Comme cette valeur initiale est une chaîne de caractères, eh bien TypeScript va déduire que dans ce cas, il doit substituer le type T par un type string. Dans ce cas, la valeur initiale est un nombre, et donc il va savoir qu'il faut substituer le type générique T par un type nombre. Et ici, pareil avec les booléens. À nouveau, ici, on a affaire à de l'inférence, mais on peut aussi annoter les choses, donc c'est pas obligatoire comme pour les retours des fonctions, mais on peut tout à fait ajouter ici une annotation et préciser que dans ce cas, eh bien, le type générique T doit être remplacé donc par un type string. Alors c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais qui est fortement conseillé, comme pour le retour des fonctions, ça va permettre d'éviter les erreurs. Ici, on va pouvoir notamment utiliser des types plus complexes. Donc dans ce cas, on a utilisé des types qui s'apparentent plutôt à des primitives en JavaScript, mais on pourrait tout à fait utiliser des types plus complexes. Par exemple, si on crée un nouveau state, qui représente par exemple une chambre dans un hôtel, eh bien, dans ce cas, on pourra utiliser notre state. Et ici, au niveau du type que l'on va utiliser, donc qui va substituer le type générique T,
eh bien on pourrait utiliser par exemple une union. Et donc dans ce cas, au niveau de la valeur initiale, eh bien on va pouvoir renseigner nul. Puisque au niveau du type, on a renseigné ici cette union, eh bien tous les paramètres de type générique T vont être remplacés par cette union, donc soit nombre ou nul. Dans ce cas, on a placé une valeur initiale de nul, mais on peut tout à fait utiliser le setter du state et renseigner un nombre. Et si à l'avenir on souhaite remettre notre chambre à nul, il est possible de le faire. Donc vous voyez à quel point cette idée de générique va être puissante. Elle va permettre vraiment de créer des fonctions qui vont pouvoir être utilisées avec des types différents. Ici, on a appliqué un générique à une fonction et dans ce cas, on parle de fonction générique. Mais en réalité, les génériques ne vont pas se limiter à l'utilisation des fonctions. On va pouvoir les utiliser dans d'autres scénarios, notamment avec les classes. Et c'est ce que l'on va voir tout de suite. Alors effectivement, on peut également utiliser les génériques avec les classes. Pour illustrer tout ça, on va essayer de reposer le problème, comme on l'a fait avec les fonctions, et ensuite on verra la solution avec les génériques. Donc imaginez le scénario suivant, on va d'abord créer un type, donc un alias, qui va permettre de représenter des scores. Ici, on va avoir une union de type littéraux. Chaque type ici est une valeur précise, un nombre, et on a une union de ces types littéraux, des nombres de 0 à 9. Et ensuite, on va créer une classe qui va permettre de générer une collection de scores. Ici, on va avoir un constructeur, et on va pouvoir créer un attribut data qui va être un tableau de scores, et qui sera donc renseigné dans le constructeur. Ensuite, on va avoir deux méthodes de classe. Une première méthode qui va permettre de récupérer un score à un index précis dans le tableau. Donc en paramètre, on va avoir l'index, et on va retourner un score en fonction de cet index. On va retourner ici, on va aller chercher le tableau, et on va aller chercher l'index qui correspond, on va aller chercher le score qui correspond à l'index renseigné en paramètre. Et on va avoir également une méthode sortCollection qui va retourner également un tableau de score. On va prendre le tableau de score et on va l'ordonner avec la méthode sort qui est une méthode d'ordre supérieur sur les tableaux. Donc on pourrait tester notre classe. On va créer ici une collection. Et au niveau du constructeur, ici, on va renseigner un tableau avec des scores. Et ensuite, à partir de cette collection, eh bien, on pourra utiliser la méthode get et récupérer par exemple le premier score. Et on pourrait également utiliser la méthode sortCollection pour ordonner notre collection. On lance le script et tout fonctionne. Maintenant, que se passe-t-il si à l'avenir on souhaite avoir également un autre système de notation? Donc on va créer un nouveau type, grade, et ici on va avoir un système de notation plutôt à l'américaine, avec donc des lettres à la place des chiffres. À nouveau, on va avoir une union de type littéraux. Chaque type ici correspond à une valeur en particulier, une chaîne de caractères en particulier, comme ceci. Et donc, sans les génériques, effectivement, eh bien, comme pour les fonctions, on serait obligé de recréer une deuxième classe
Et ici, il faudrait remplacer le type score par le type grade. Comme ça, on pourrait créer une collection à partir de notre nouvelle classe. Et ici, on va bien renseigner donc les notes sous forme de lettres. Ici, on va utiliser notre nouvelle collection et on va vérifier que tout fonctionne correctement. C'est bien le cas. Alors le problème, à nouveau, comme pour les fonctions, eh bien, c'est que on a été obligé de créer deux classes, alors qu'au final, eh bien, les fonctionnalités de la classe sont identiques, la seule chose qui change, c'est le type. Et donc vous vous en doutez, ici la solution, ça va être de créer une classe générique. Donc on va créer une classe collection avec donc un type générique, un paramètre de type T. Alors ici par exemple, pour vous montrer qu'on peut bien renseigner n'importe quel nom, on va utiliser plutôt un paramètre de type U. Et dans ce cas, eh bien, on va reprendre l'implémentation ici. Et ici, au lieu de renseigner un type en particulier, eh bien, on va utiliser notre type générique U. Eh bien, on n'a plus besoin de nos deux classes précédentes. On peut utiliser notre classe générique et ça va fonctionner directement. Alors exactement de la même manière qu'avec les fonctions, eh bien ici on pourrait renseigner, au lieu de laisser TypeScript inféré, on pourrait renseigner directement le type que l'on va vouloir utiliser à la place du type générique. Donc dans ce premier cas, on va utiliser le type score, et dans le deuxième cas, on va utiliser le type grade. Et vous voyez que, à nouveau ici, on a limité la duplication du code en créant une classe générique. Alors voilà pour le deuxième exemple, et maintenant on va pouvoir également parler de l'utilisation des génériques avec les alias. Comme avec les fonctions et comme avec les classes, on va pouvoir également utiliser des génériques avec les alias. Par exemple, ici, on va créer un alias, réponse. Alors, on ne peut pas utiliser ce mot-clé puisque il s'agit d'un mot-clé réservé. Donc, on va plutôt appeler notre alias res alias, et il va s'agir d'un alias générique. À nouveau, on a cette syntaxe avec le symbole plus petit, plus grand que, et entre les deux, le nom de notre générique, donc entre guillemets, le paramètre de type. Et ici, on va avoir une première propriété data qui va être de type T, et une propriété également statut qui va être de type boolean. Donc notre alias permet en quelque sorte de modéliser ce qui pourrait s'apparenter à une réponse, donc avec des données et un statut. Et ensuite, on pourrait donc créer, par exemple, une fonction qui va, en fonction du statut de la réponse, eh bien, envoyer des données JSON. En paramètre ici, on va prendre la réponse, qui va être de type res alias, et on va retourner une chaîne de caractères. Alors ici, on a deux problèmes. Le premier, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore retourné de chaîne de caractères. Et le deuxième, c'est que, eh bien, notre alias, res alias, a besoin d'un argument pour le type. Sauf qu'à ce stade, évidemment, on ne sait pas encore avec quoi on va utiliser notre fonction, et on va vouloir utiliser notre fonction avec des types différents. Donc la solution pour ça, eh bien, à nouveau, ça va être de créer une fonction générique. Donc on crée un argument, un paramètre de type, que l'on va pouvoir passer ici en argument.
Et donc, lorsque l'on va utiliser notre fonction avec un certain type, eh bien la valeur de t va être substituée ici, et elle va être substituée également ici, et donc nos données, au bout du compte, seront du type que l'on aura utilisé avec la fonction. Alors notez d'ailleurs au passage que dans ce cas, on n'est pas forcément obligé d'utiliser le même nom. On pourrait tout à fait utiliser un autre nom, puisque comme pour les fonctions, comme pour les paramètres des fonctions, eh bien les génériques sont juste des paramètres, ce sont juste des substituts, et donc au final le nom n'importe pas, et ça va être au bout du compte des valeurs qui vont être remplacées par des valeurs concrètes. Donc ici on pourrait tout à fait avoir un paramètre de type U, et ça n'a pas besoin d'être le même que celui de l'alias. Alors dans ce cas, ça fait sens effectivement de garder le même nom, mais on n'est pas obligé. Au niveau de l'implémentation de la fonction, eh bien on va dire que si il y a un statut qui est true, dans ce cas, on va retourner nos données au format JSON, donc on utilise la méthode stringify sur les données. Alors on a toujours notre erreur puisque on doit impérativement retourner une chaîne de caractères. Si par exemple le statut de la réponse est à false, et bien dans ce cas on va jeter une erreur et on va dire impossible d'envoyer les données. Maintenant on pourrait utiliser notre fonction on va ici renseigner un argument qui va être un objet qui sera de type res alias, et donc nos données dans ce cas vont être un nombre, et au niveau du statut, on va mettre true. La fonction générique est appliquée avec un paramètre de type nombre. Le t ici de la fonction est remplacé par un nombre, et ici, donc, on utilise notre type resAlias avec un argument de type nombre. Nos données, ici, sont bien de type nombre. Alors, tout ça, TypeScript est capable de l'inférer, puisque on a renseigné ici au niveau des données un nombre, et donc il déduit que le type qui doit être utilisé à la place de t est un nombre. Mais on pourrait, encore une fois, annoter les choses, et dire explicitement à TypeScript que ce que l'on va utiliser comme argument de type ici, ça va être un nombre. Alors on pourrait, par exemple, créer un type plus complexe, user, avec un identifiant et un nom d'utilisateur. L'identifiant est de type nombre, et le nom d'utilisateur est une chaîne de caractères. Et ensuite on va créer un objet, user, qui va être de type user, avec un identifiant et un nom d'utilisateur. À nouveau, on va appeler notre fonction. Cette fois-ci, au niveau des données, on va passer notre utilisateur, et au niveau du statut, à nouveau, on va renseigner true. TypeScript sait inférer directement que on va utiliser notre fonction générique avec un type user. Mais encore une fois, on pourrait la noter directement ici. Alors autre chose, par exemple, si on crée un autre objet, post, donc un objet littéral, avec à nouveau un identifiant, un titre, et une description. On a créé un objet directement, et on laisse TypeScript inférer le type de cet objet. Donc on n'a pas créé d'alias comme ici. Alors comment on pourrait annoter les choses ici si par exemple au lieu d'utiliser user1, eh bien on utilise post. Eh bien au niveau de la notation, ce que l'on pourrait faire, c'est dire à TypeScript que on va avoir
un type qui va être de type post. Donc au lieu de renseigner le type directement, comme on a pu le faire ici avec un alias, comme on n'a pas d'alias dans ce cas, liant à TypeScript, le type qui va être utilisé pour substituer le générique, eh bien ça sera un type de post. Donc autrement dit, le type qui correspond à cet objet post. Voilà pour l'utilisation des génériques avec les alias. Alors on va également pouvoir utiliser les génériques avec les interfaces. Alors effectivement, on peut également utiliser les génériques avec des interfaces. On va reprendre un exemple assez similaire à celui qu'on avait vu précédemment. On va créer ici une classe qui va permettre de générer des collections de température. Ici, à nouveau, on va avoir un constructeur avec un attribut data qui va être un tableau de nombres. Et on va également avoir une méthode filter collection qui va nous permettre de filtrer la collection. Donc ici, notre méthode va bien retourner à nouveau un tableau de nombres. On va retourner le tableau que l'on va filtrer avec la méthode filter, donc une méthode de tableau. Et pour chaque valeur, ici, on va vérifier la condition suivante. On va vérifier que la valeur est supérieure ou égale à 0, par exemple. Alors on pourra mettre cette valeur de filtre dans un attribut de la classe. On va créer ici un attribut filter value qui va être donc un nombre et on va le fixer à 0. Et on va pouvoir l'utiliser ici au niveau du filtre. Maintenant, on pourrait également créer une deuxième classe qui cette fois-ci va permettre de générer des collections de noms. On va avoir une implémentation assez similaire. Ici, on va avoir un constructeur avec un tableau cette fois-ci de chaîne de caractères et la méthode filter collection va également retourner un tableau de chaîne de caractères. Et ici, au niveau de l'implémentation du filtre, on va prendre les valeurs et on va aller regarder si elles comprennent une valeur en particulier que l'on pourrait renseigner ici, par exemple, au niveau du constructeur. Donc, à nouveau, on va utiliser filter value. On crée un attribut au niveau du constructeur qui va être une chaîne de caractères. Et on va utiliser cette valeur ici dans la méthode includes. Vous voyez que dans ce cas, on ne peut pas véritablement utiliser une classe générique, puisque entre les deux classes, effectivement, le type change, mais il y a plus que ça. Donc on voit que les classes sont quand même assez différentes. Ici, on a un attribut de classe qui est défini directement, alors que ici, on a un attribut de classe qui est passé au niveau du constructeur. Et l'implémentation de la méthode filter collection est bien différente entre les deux classes. Donc dans ce premier cas ici, on a un filtre avec un comparatif au niveau des nombres. Et ici, on utilise la méthode includes, qui est vraiment une méthode propre aux chaînes de caractères. Et donc dans ce cas, effectivement, on ne peut pas créer une classe générique. Par contre, on va pouvoir créer une interface qui va pouvoir être implémentée dans nos deux classes. Donc ici, on va appeler cette interface filtrable. Donc on va avoir la value, filter value, et donc cette valeur va être de type T, donc on va définir un générique, et on va avoir également une méthode filter collection qui va retourner un tableau
avec des éléments de type T à l'intérieur. Maintenant, on peut implémenter cette interface. Notre première classe va implémenter l'interface filterable, et ici, dans ce cas, on va remplacer donc le type T par un type nombre, et dans le second cas, on va remplacer le type T par un type chaîne de caractères. Nos deux classes, eh bien, sont bien régies par ce même contrat filterable, sauf que ici, ce contrat est générique et s'adapte donc en fonction du type qui est défini dans chaque classe. Voilà par exemple un moyen d'utiliser des interfaces avec des génériques. Alors pour ce dernier exemple de cette vidéo, on va voir un cas un peu plus compliqué, puisque comme pour les paramètres des fonctions, eh bien les paramètres de type vont pouvoir être multiples. On va pouvoir renseigner plusieurs génériques en même temps, et donc travailler avec plusieurs types génériques. Et c'est ce que l'on va essayer d'illustrer dans ce dernier exemple. Alors pour cet exemple, on va commencer par créer une nouvelle classe qui va nous permettre de modéliser des objets livres. Ici, on va avoir un constructeur avec deux paramètres, le titre du livre qui va être une chaîne de caractères et le nombre de pages qui va être un nom. On va également définir un attribut en dehors du constructeur qui va correspondre à l'ISBN du livre, une sorte d'identifiant pour les livres. Ici, il va s'agir d'un nombre. Pour générer ce nombre, à chaque fois, on va utiliser la date. On utilise la méthode now sur la structure date qui va retourner le temps actuel au format Unix, donc un nombre. Et à ce nombre, on va ajouter un nombre généré de manière aléatoire, comme ceci. Avec la méthode random, on va multiplier par 10 et on va arrondir ce résultat. Pour arrondir, on utilise la méthode floor. Et donc pour instancier nos objets book, on ne va pas utiliser le constructeur en dehors de la classe. On va marquer le constructeur comme étant privé. Si vous avez besoin d'un rappel sur les modifieurs de visibilité, n'hésitez pas à aller regarder dans la playlist la vidéo sur les classes, la première vidéo sur les classes qui parle de ce sujet. Toujours est-il que dans ce cas, le constructeur est marqué comme étant privé, donc on ne peut pas l'utiliser en dehors de la classe, donc on ne peut pas instancier des objets book comme ceci, puisque le constructeur est privé. Alors il va falloir trouver un autre moyen d'instancier des objets book. Pour ça, on va créer ici une méthode statique que l'on va appeler build et qui va retourner des objets livres. Au niveau des paramètres de cette fonction, on va définir un type que l'on va appeler ici bookprops. Pour ce type, eh bien, on va avoir le titre du livre, qui va être une chaîne de caractères, et le nombre de pages, qui va être un nombre. Et donc on va utiliser ici un paramètre props, qui va être de type bookprops. Notre méthode statique va retourner un nouveau livre, et ici on va utiliser les props. Au niveau du premier paramètre, on récupère le titre, et au niveau du deuxième, on récupère les pages. Maintenant, on peut créer des objets livres. Alors ici, il faut bien rajouter le mot-clé public pour que ce paramètre soit considéré comme un attribut. On va créer un objet livre avec notre méthode statique build. Et donc ici, on est bien obligé de renseigner un objet avec les props. Donc ici, on va avoir une propriété title. Et ensuite, une propriété pages, comme ceci. On lance le script, et tout fonctionne.
Alors maintenant, on va faire la même chose mais avec un autre type de données. Donc on va copier tout ça et on va créer cette fois-ci eh bien, une classe qui va permettre de générer des posts, donc des articles pour par exemple un blog. Et ici on va modifier un peu tout ça. Ici on ne va pas avoir un ISBN, on va plutôt avoir un slug qui va être une chaîne de caractères. Et donc pour générer le slug, eh bien on va prendre le titre, on va le mettre en minuscule et on va utiliser la méthode replace pour remplacer les espaces. Donc ici on va utiliser une expression régulière. On va aller sélectionner les espaces, donc les groupes d'espaces, et on va aller sélectionner ça de manière globale, tous les groupes d'espaces. Et on va remplacer ces groupes d'espaces par des tirets. Donc voilà comment on peut générer un slug. Ici, on va modifier également une propriété au niveau du constructeur, donc on ne va pas avoir le nombre de pages pour les articles, mais plutôt le contenu du post qui va être une chaîne de caractères. Et donc ici, au niveau de la méthode build, eh bien, on va utiliser plutôt post props, et ici, on va retourner un post. Ici, on va générer donc un nouveau post. Alors, il faut modifier ici les post props. Donc la deuxième propriété est bien le contenu qui est une chaîne de caractères. Donc on pourrait tester tout ça en créant un post de la même manière, donc avec la méthode statique. Et ici, on va renseigner nos props, le titre, et ici, le contenu. On lance le script, et on a bien notre objet post avec le titre, le contenu et le slug. Et donc maintenant, on va essayer de créer une classe à nouveau qui va permettre de générer des collections. Donc vous vous en doutez, il va s'agir d'une classe générique. Et comme je le disais tout à l'heure, eh bien, on va pouvoir utiliser plusieurs génériques en même temps, donc plusieurs paramètres de type. Le premier, on va l'appeler T, et le second, on va l'appeler U. On a défini nos deux types génériques, et ici, on va avoir une collection, donc on va créer une propriété data, qui va être un tableau avec à l'intérieur des éléments de type T, et au départ, il va s'agir d'un tableau vide. On va avoir également un constructeur, et au niveau du constructeur, eh bien, on va passer une fonction qui va permettre de créer des objets. Donc une fonction buildItem. Au niveau du type, eh bien, on va bien avoir une fonction qui va retourner des objets de type T et qui va prendre ici en paramètre des props de type U. Et ensuite, eh bien, on pourrait créer par exemple une méthode add qui va prendre ici les props de type U et qui va retourner void. Et donc dans ce cas, on va prendre le tableau de données, on va utiliser la méthode push. Dans ce cas, il faut bien construire un objet de type T. Pour ça, on va utiliser notre méthode. Donc on va utiliser buildItem. Et ici, on va passer les props. On crée un objet et ensuite on ajoute cet objet dans le tableau de données. Et on pourrait également avoir une méthode get qui va simplement retourner le tableau de données. On va retourner les données. Maintenant, on pourrait tester notre classe générique.
On va instancier ici un objet book collection. On instancie la classe. On va utiliser book pour remplacer le type T. Et on va utiliser bookprops pour remplacer le type U. Et ici, il faut bien passer la méthode qui va permettre de créer des items. Et donc dans ce cas, on va passer effectivement la méthode build. On va prendre les props, le type bookprops, et on va venir les passer ici dans la méthode build. On va pouvoir faire la même chose pour les posts. Donc on va créer post collection. Ici, on va remplacer. On va avoir post et post props. Ici, on va bien fournir post props. Et dans ce cas, on va utiliser la classe post. Alors ici, effectivement, on a un problème, il manque le S. Et donc maintenant, ce que l'on pourrait faire, eh bien, c'est utiliser la méthode add. Donc on va prendre par exemple la collection de livres. On utilise la méthode add. Ici, on peut renseigner des props. Donc on va avoir le titre, et le nombre de pages. On pourrait ajouter un deuxième objet à la collection. Et ensuite, eh bien, on va utiliser la méthode get qui va permettre de retourner la collection de livres. On teste tout ça et on a bien nos deux livres. Et on pourrait faire effectivement la même chose avec la collection de postes. Alors on montre rapidement cet exemple. On va utiliser post collection. Et ici, il faut bien changer. Donc, on n'a plus de propriété pages, mais à la place, on a une propriété content. Comme ceci. On relance le script. Et tout fonctionne, on a bien notre collection, cette fois-ci, de postes. On a créé une classe collection, qui est une classe générique, et qui utilise simultanément donc deux paramètres de type, deux génériques différents. Donc le premier permet de représenter les objets que l'on va manipuler, que ce soit des livres ou des postes. Et le deuxième générique, U ici, fait référence aux props. Voilà tout ça pour dire que au final, on peut avoir plusieurs génériques en même temps et donc plusieurs paramètres de type à manipuler en même temps. Alors voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire dans cette introduction sur les génériques. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est pas forcément évident à comprendre, surtout au début lorsqu'on démarre avec TypeScript. Pourtant, c'est vraiment au cœur du langage. Ça permet de vraiment donner toute la profondeur à TypeScript, cette histoire de générique, et c'est important de bien le comprendre. Alors pour vraiment saisir ce concept, eh bien le mieux, comme d'habitude, c'est toujours de pratiquer et d'essayer de créer par soi-même des génériques pour bien voir comment tout ça fonctionne. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura donné quelques pistes. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si ça vous a aidé ou si il y a des explications qui vous paraissent pas claires et que je peux approfondir dans les commentaires. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour la suite de la série sur TypeScript.